Bonjour à tous, je vais vous présenter des récoltes que j'ai faites ces 2 dernières années. Merci d'assister à la présentation. Donc j'ai fait des récoltes dans des milieux assez divers et variés, et je vais vous présenter des récoltes que je trouve assez méconnues, assez rares, d'autres un peu plus fréquentes. Il va y avoir une belle diversité d'espèces dans cette présentation. J'ai mis des ascomycètes, des basidiaux, voilà, donc un peu une grande miscellanée. Je vais raconter quelques anecdotes aussi sur certains champignons, et toutes les sources que je vais citer pendant la présentation vont être mises à la fin du diaporama. Donc je vais démarrer ici en forêt d'Angervilliers, donc qui est une forêt du sud de l'Essonne, qu'on connaît bien. C'est une forêt majorité de chênes et de pins sur sol plutôt acide. Mais là, je vais aller dans un milieu, dans une parcelle qui est un milieu un peu différent. Là, c'est une prairie un peu marécageuse, où il y a beaucoup de sphènes et donc bordée de saules et de bouleaux. Et dans un premier temps, voilà une première espèce, un bolet, avec une silhouette qui est plutôt grêle. Donc ça nous invite à aller chercher plutôt dans les Xerocomus ici. J'aime bien cette photo parce qu'elle est assez pédagogique. On a des spécimens assez jeunes, avec des teintes de chapeau vraiment rouges. Le chapeau, en fait, se craquelle typiquement rapidement dans la jeunesse. On voit sur le spécimen de droite là que le chapeau commence à se fissurer. Et on a une base du pied qui se fait envahir de rouge betterave, mais uniquement à l'extérieur du pied. Dans la chair, en fait, on n'a aucune trace de rouge betterave. Il y a uniquement un peu de brunâtre à l'extrême base du pied, et sinon le reste de la chair est plutôt jaune. On a un bleuissement dû à l'oxydation à l'air de la chair qui est localisé dans la partie inférieure du pied. Et tout ça, ça signe cette espèce du coup, qui adore les milieux soufflus hygrophiles, Xerocomelus ripariolus. Donc c'est une espèce qui n'est pas forcément fréquente en Île-de-France. Il faut aller la chercher dans son habitat de prédilection. Et en fait, c'est pas un hasard qu'on la rencontre dans cette forêt d'Angervilliers, parce qu'elle a été décrite assez récemment de Rambouillet par Guy Redeuil, l'ancien président de la SMF et spécialiste des volets. Donc voilà, Xerocomelus ripariolus. Ensuite, juste à côté, il y avait cette autre espèce qui pousse du coup dans les mêmes milieux sous-sol, parmi les sphènes. On a un champignon ici qui a des belles tonalités rouges, à la fois sur le revêtement du chapeau, mais aussi sur les guirlandes de voile qu'on voit sur les spécimens de droite. Donc ici, on pense qu'on a une belle récolte, mais finalement, il y a quand même plusieurs facteurs qui nous embêtent un peu dans la détermination. Déjà, il y a le fait que tous les spécimens ici ont bien pris la pluie, et on a du mal à voir sur la photo le revêtement un peu feutré du chapeau qui signe le groupe des dermocides chez les cortinaires. Et un deuxième truc un peu embêtant pour la détermination, c'est que là, on n'a que des spécimens un peu âgés, on n'a aucun jeune, tous les chapeaux ici sont aplanis, et donc on a des teintes de lames qui sont en rouille, donc ça c'est la sporée qui est venue maculer de rouille les lames, et on n'a pas la couleur des lames chez les jeunes qui est normalement jaune. Bon, malgré tout, ce cortinaire il est assez typique, hein, son milieu de pousse il est aussi très typique, donc on arrive assez facilement à la conclusion que c'est Cortinarius uliginosus, donc le cortinaire des marais qui pousse sous sol, plutôt dans les sphènes sur sol acide. Voilà, donc un cortinaire qu'on rencontre occasionnellement en Île-de-France. Et là, il y avait une belle pousse, donc j'ai pu faire une belle photo. Ensuite, on a un autre champignon qui poussait également à proximité. On a un champignon qui a des lames non libres, blanches à l'origine, et qui deviennent roses à maturité. Donc on a un antholome ici. Pour ceux qui connaissent un peu le genre, on a un antholome du groupe Rhodopolium. Donc le groupe Rhodopolium, c'est un groupe assez difficile au sein des antholomes pour la détermination. Donc qu'est-ce que le groupe Rhodopolium? C'est un groupe de champignons qui sont plutôt trapus, avec un chapeau dans les tons brun jaune à brun gris, et avec une particularité du chapeau qui est d'être très hygrophane. C'est-à-dire que la couleur du chapeau dépend vraiment du degré d'imbibition du chapeau. Et on a des chapeaux avec des couleurs plutôt vives quand ils sont bien frais, bien imbus. Et les chapeaux deviennent très très pâles une fois qu'ils ont séché quand on est rentré à la maison. Donc c'est un groupe difficile, pourquoi?
parce qu'il y a une trentaine d'espèces dans ce groupe en Europe, et ils ont tous des caractéristiques plus ou moins similaires. Il y a vraiment peu de caractères distinctifs, que ce soit dans l'armure morphologique, dans les milieux de pouce, même les caractères micromorphologiques de la cuticule, etc. C'est très homogène, et donc du coup c'est assez rébarbatif à déterminer. Il y a quand même des mycologues donc plutôt nordiques, M. Brandru et Kokkonen, qui ont essayé de débrouiller un peu cette section des entolomes. Et ici, il dirait qu'on a plutôt de la chance, parce qu'on a des spécimens qui sont encore assez jeunes et qui n'ont pas trop pris la pluie. Si on fait un zoom sur les chapeaux des jeunes, on voit qu'au bord de la marge, il y a une sorte de petite prune, une sorte de petite prune blanchâtre. En fait, ce sont des petits poils qui sont bien présents en touffe assez dense sur la marge des chapeaux des jeunes et qui ont tendance à s'évanouir dans la maturité, la vieillesse. Donc ça, plus le fait qu'il y a une odeur farineuse qui se dégage du pied à la coupe et un milieu de pouce du coup sous-sol dans les sphènes, dans les milieux très humides, on peut déjà envisager sur le terrain de mettre le nom de Antholoma sericatum sur cet antholome. Moi j'ai quand même vérifié la pigmentation cuticulaire des spécimens au microscope pour m'assurer de la détermination, mais on pourrait déjà envisager une détermination de terrain avec ces caractères. Donc, Antholoma sericatum. Ensuite, une autre espèce ici, qui était vraiment bien présente quand je suis allé à Angervilliers à la saison. Ici, on a un champignon avec des teintes qui sont plutôt pâles. On a un chapeau qui est relativement zoné, avec une couleur plus foncée, chapin au disque. Le bord du chapeau, la marge est costulée, un peu cannelée. Et ce qui est assez frappant, et ce qui permet d'avancer dans la détermination ici, ce sont les caractéristiques des lames. Donc, si on s'attarde un peu plus longuement sur les lames du champignon, on peut voir que les vieux spécimens, ils ont des lames plutôt brunes, donc ça donne une bonne idée de la couleur de la sporée. Derrière, on voit que l'arête des lames est restée blanche, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de spore produite sur l'arête de la lame, donc en fait, on pourrait penser on peut intuiter le fait qu'il y ait des cellules stériles sur l'arête des lames, et ça serait possiblement un bon point pour classer ce champignon dans le genre Ebeloma. On a des lames aussi avec des teintes, des petites taches en fait un peu brunâtres en fait sur les lames, un peu ici. Voilà, on a des sortes de petites taches un peu plus foncées. Ça, c'est dû au fait qu'on a des résidus secs de ce qu'on appelle des pleurs. Chez les Ebellomes, les pleurs sont des petites gouttes qui sont exsudées par le champignon au niveau des lamelles. Et ça signe certains groupes d'Ebellomes, donc le groupe de Ebelloma crustuliniforme ou le groupe de Ebelloma velutipes. Et voilà, ça donne encore un autre indice. Et il y a un dernier indice quand on regarde les lames, c'est que sur, par exemple, le spécimen en bas à droite, on voit qu'il y a beaucoup de lames qui naissent à la marge du chapeau, mais très peu qui viennent atterrir jusqu'au pied. Ça veut dire qu'on a une espèce qui a très peu de lames entières, et c'est encore un bon critère distinctif pour essayer de déterminer ce champignon. Donc on peut penser au groupe des Ebelloma lutense ici, avec ses caractéristiques macroscopiques. Malheureusement, il y a beaucoup d'Ebellomes qui sont voisins et qui poussent dans les mêmes milieux. Donc malheureusement, pour s'assurer de la détermination, on est obligé de passer au microscope. Et on va faire une préparation de l'arête des lames, où du coup on voit qu'on a bien les cellules stériles qu'on avait pressenties durant l'examen macroscopique. Donc on a toute une palissade en fait, de cellules qui sont assez longues, assez cylindriques, un peu sinueuses parfois, et qui sont légèrement renflées vers l'apex, sans toutefois faire un réel élargissement. L'apex des cellules en fait, est toujours inférieur à 7 micromètres de long. Et donc ça signe l'espèce Ebelloma lutense. Voilà, on peut voir à côté le milieu de pouce de tous ces champignons que je viens de présenter. C'est une belle vue de la clairière d'Angervilliers. Et donc on a du coup ici Ebelloma lutense. Ebelloma lutense, c'est une espèce qui a été décrite par Romagnesi
toujours de la forêt de Rambouillet, donc encore une fois, pas étonnant qu'on le retrouve à Angervilliers. Et j'ai longtemps fait une confusion, enfin un contresens au niveau de l'étymologie de ce champignon, parce qu'en fait pour moi l'UTNC c'était à rapprocher de l'Utéus qui qualifie souvent les champignons de la couleur jaune, et en fait ça ne veut pas du tout dire ça, parce que en fait, j'ai trouvé ça bizarre parce qu'il n'y a pas de teinte jaune sur ce champignon. Et en fait, c'est à rapprocher de l'utum, qui veut dire ici que le champignon vit dans la vase, dans la boue. Et donc, du coup, c'est vraiment. Romanizi a voulu vraiment accentuer le fait que le champignon pousse dans un milieu d'eau stagnante, un peu marécageuse. Donc voilà, il porte bien son nom, celui-là, il faut mettre les bottes pour aller le chercher. Donc, on part un peu plus loin. Un peu plus au sud, ici, dans la Vienne. Donc là, c'était une récolte que j'avais faite durant le congrès de la SMF en 2022, avec la coopération de la SMP. Ici, on a un champignon qui est tout blanc, et en vue d'avion, avant d'aller la ramasser, j'ai pensé sur le terrain à un tricolome du groupe Album. Et puis, quand je me suis agenouillé pour l'étudier d'un peu plus près, en fait, je me suis ravisé pour plusieurs points. En fait, il y a plusieurs critères qui m'ont fait changer d'avis. Il y a déjà, le fait de l'insertion des lames. Ici, on a des lames qui sont assez décurantes, alors que les tricolomes au sens strict, ils ont les lames échancrées. Deuxième chose, c'est que quand j'ai déterré le premier spécimen, il y a beaucoup d'humus qui est venu avec le pied, dénotant le fait qu'on a un saprophyte ici, alors que les tricolomes au sens strict, ils sont mycorhiziens. Et le dernier élément, c'est l'odeur du champignon. On a une odeur très désagréable qui se dégage du champignon, un peu une odeur soufrée, alors que l'odeur de Tricoloma album, ça n'a rien à voir. Donc voilà, trois raisons pour lesquelles j'ai changé mon diagnostic. J'avais pas trop d'idées sur le terrain, et c'est Monsieur Christian de Conchat de la SMP là, qui était directeur de sortie à ce moment-là, qui m'a dit que j'étais tombé sur la curiosité de la station en forêt de Douillet. D'ailleurs, merci à lui. En fait, je suis tombé sur une espèce qui est méditerranéenne, qui a été décrite du Maroc en 1975 par Malençon et Berthaud. Et il s'agit de Leucopacillus malansoni, donc qui est une espèce, comme j'ai dit, méditerranéenne. Il y a plusieurs, si on consulte les bases de données, il y a plusieurs récoltes faites sur le pourtour méditerranéen. Et c'est la seule récolte en fait qui a été faite ailleurs que dans le pourtour méditerranéen. C'est une espèce qui est bien connue de la SMP parce que sur cette station en fait il y a des recueils de récoltes en fait depuis plus de 25 ans sur cette station. Donc elle est très bien connue, mais elle est extrêmement rare ailleurs en France et peut-être mal connue aussi. Et donc une espèce à rechercher, une curiosité pour cette station de la forêt de Douillet. Ensuite, on part encore plus au sud, on part en Ardèche, ici, sur le haut plateau ardéchois, dans la combe du 2VC que j'avais déjà un peu présenté l'année dernière, lors de la présentation de l'année dernière. Donc c'est la combe du 2VC, c'est une prairie non fertilisée, plutôt humide, un peu marécageuse, avec aussi de la présence de pages de sphègne. Et c'est une prairie, du coup, qui un terrain plutôt acide et qui est propice à la récolte des CHEGD, là, les champignons bioindicateurs de milieux en bonne santé, non fertilisés, et dans lesquels on peut avoir une belle diversité d'espèces. Ici, on a un premier champignon avec une silhouette plutôt grêle. On a un champignon qui a des lames décurantes. Si on passe le doigt sur les lames, on a des lames qui sont plutôt épaisses et un peu cireuses au toucher. On a un chapeau et un pied qui sont de couleur plutôt orange saumonée. Et le pied et le chapeau sont vraiment très visqueux. C'est vraiment difficile de récolter cette espèce. Elle s'échappe des doigts, c'est gluant. Donc on pourrait penser qu'on a un hygrocibe ici. Et c'est le cas. On a une espèce d'hygrocibe dont il a été décrit de nombreuses variétés, parce qu'en fait, ce champignon est très polychrome. Là, c'est un des aspects de couleur, une des teintes qu'il peut prendre. Il s'agit d'Hygrocibé leta, qu'on peut aussi appeler Gliophorus letus. Donc c'est un champignon que je considère quand même comme assez rare. Moi, c'est ma seule station, donc c'est cette station en Ardèche. C'est un champignon, Hygrocibé leta,
qui fait partie du groupe de Hygroscibepsitacina, qui est ici. Ça, c'est un champignon que vous connaissez tous beaucoup mieux. C'est un champignon qui est beaucoup plus connu et fréquent. On le trouve même assez fréquemment en région parisienne. C'est un champignon qui est quand même nettement polychrome aussi. Hein. Là, il a été un peu délavé, donc il a des couleurs vert pâle, mais on peut le trouver aussi vert pomme, voire bleu ciel de temps en temps, ou même carrément, presque entièrement jaune. À noter que les deux champignons là font partie du même groupe, alors que l'insertion des lames est complètement différente. Hein. Le Psittacinus, lui, il a des lames échancrées, alors que l'autre, il avait des lames décurrentes. Donc c'est assez déroutant hein, si on s'y connaît pas bien. Et il y avait un troisième, dans la même courbe du 2VC, il y avait le troisième représentant de ce groupe Psittacinus, là, Gliophorus irrigatus, donc qu'on connaît aussi sous le nom de Gliophorus ou Hygroscibea aeruginosus. Donc lui, il se différencie des deux autres par ses couleurs qui sont plutôt bistres noirâtres. Il est toujours il est tout aussi visqueux que ses autres congénères. Et lui aussi, il a des lames plutôt échancrées. Donc, moi, je les appelais encore Hygroscibea psittacina, Hygroscibea leta, etc. Voilà, je ne savais pas trop qu'il avait changé de nom. Et je me suis intéressé de pourquoi il avait changé de nom et il était passé dans le genre Gliophorus. Je me suis demandé qu'est-ce que c'était que ce genre Gliophorus et qu'est-ce qui le différencie des hygroscibes. Et donc, encore une fois, la réponse, c'est la biologie moléculaire a tranché et a montré que ces espèces du groupe Psittacinus sont quand même relativement lointaines des autres hygroscibes. Mais même avant ça, même avant la biomol, dès 1986, il y avait des mycologues comme Brzezinski, par exemple, qui avaient regardé et qui avaient déjà soumis l'hypothèse que ces champignons étaient à différencier des hygroscibes. Brzezinski, il a fait un article dans lequel il étudie les molécules qui composent les pigments dans le revêtement des chapeaux des hygroscibes pour la pigmentation des cuticules. Et il avait réussi à séparer par chromatographie les différentes molécules. Il avait vu que dans 80% des hygroscibes de son étude, donc parmi les plus connus, il y avait Punicea, Clocinea, Serracea, etc. Il a vu qu'il y avait une molécule qui revenait tout le temps, qu'on appelle la muscaflavine, et qui est du coup toujours qui est présente par exemple chez la petite mouche. Et dans son étude, il avait vu que tout ce groupe Psittacinus était pourvu de cette molécule. Donc ça faisait un point commun différenciant ce groupe Psittacinus. Et à la fin de son article, il avait dit qu'il y a aussi d'autres critères comme la base des basides qui sont d'une forme particulière en forme de médaillon, et puis que tous les spécimens du groupe sont aussi bien visqueux, difficiles à saisir. Et donc il avait dit que les transférer dans un genre à part ne serait pas superflu, serait totalement justifié. Et donc 30 ans plus tard, finalement, la biomol lui a donné raison, et tous les champignons du groupe Psittacinus ont été transférés dans le genre Gliophorus en 2014. Donc après ces champignons, j'ai vu un autre champignon qui a une allure un peu déroutante si on ne connaît pas ce groupe d'espèces. On a l'impression de voir des pilons, des sortes de petites massues noires dans l'herbe, dressées. Il s'agit, en français, on les appelle les langues de terre ou géoglosses, et ce sont des champignons qui font partie du groupe des ascomycètes. Ici, on a des fructifications qui sont assez élancées. Elles sont un peu élargies au niveau du quart supérieur. Le quart supérieur, c'est la partie fertile du champignon, et le reste est entièrement stérile. Sur le zoom de gauche, là, on peut voir qu'on a une nette démarcation entre la partie fertile et la partie stérile, parce qu'on n'a pas du tout le même type de revêtement, hein. On n'a pas du tout le même type de texture en fait, entre la partie fertile et la partie stérile. Les géoglossacées, c'est une famille qui est assez difficile et ingrate à déterminer, parce qu'il y a beaucoup d'espèces, donc il y a une trentaine d'espèces dans la famille en Europe, et c'est souvent des caractéristiques microscopiques très ténues qui différencient les espèces les unes des autres. À noter que ce champignon, là, macroscopiquement, il a un pied qui est quand même assez visqueux, ce qui est à noter.
Donc pour aller plus loin dans l'étude, il faut faire une étude microscopique. D'abord, on regarde un échantillon de sporées dans l'eau, et on voit qu'on a des spores ici qui sont cylindriques, avec de nombreux compartiments. On dit que les spores sont septées, donc elles sont cloisonnées. Le plus souvent, elles sont cloisonnées 7 fois, mais quelquefois, comme la spore de droite, ici, on voit qu'elles sont cloisonnées un peu moins que ça, 5-6 fois de temps en temps. Les spores sont d'emblée brun-noir, et donc là, on a des spores qui sont assez typiques, en fait, au final, elles ne sont pas très différenciantes pour aller plus loin dans la détermination. Un des caractères les plus différenciants chez les géoglosses, c'est l'étude des paraphyses qui ont des morphologies assez particulières. Donc on étudie un morceau d'hyménium dans l'eau, et du coup on voit des paraphyses là qui se détachent, hein, toutes les cellules. Voilà. Ici elles ont une morphologie un peu particulière parce qu'elles sont filiformes, elles sont multiseptées et elles sont légèrement renflées pour certaines au sommet. Et ce qu'il faut voir, surtout chez cette espèce, c'est pour ça que je mets les 3 zooms à droite, ici, c'est qu'il y a une différence entre les différents septa. On voit qu'on a une alternance à chaque fois entre un septa simple, un septa avec une constriction, un septa simple, un septa avec une constriction, etc. Et en fait, on se rend compte que les endroits où les septa sont avec une constriction, en fait, c'est une zone de fragilité de la paraphyse, et ce qui fait que si on appuie un peu trop fort, ben, on se retrouve dans la préparation avec beaucoup de petits bouts de paraphyse, des petits bouts de 2 compartiments qui flottent dans la préparation. Donc ça, c'est une caractéristique d'un tout petit groupe d'espèces au sein des géoglosses, le groupe de Geoglossum simile et Geoglossum uliginosum, tous deux des espèces vraiment pas fréquentes. Et donc moi je suis pas un spécialiste de ce genre de champignons, donc je suis quand même allé faire l'analyse biomoléculaire de ce champignon parce que les géoglosses c'est toujours intéressant pour connaître la santé des milieux. Et donc il s'est avéré que j'ai 100% de correspondance entre ma récolte et une récolte type de Geoglossum uliginosum. Donc j'ai ici Geoglossum uliginosum, qui est une espèce qui n'est pas du tout connue en France. Moi, j'ai regardé dans les bases de données Frangibase et Mycoflora, et en fait, il n'y a qu'une seule récolte qui a été faite de ce champignon en France dans le Puy-de-Dôme en 2020, déterminée par Jean-Paul Priou. Donc, une espèce qui est extrêmement rare, et elle est un petit peu plus connue des Nordiques, mais elle est tout aussi extrêmement rare. Elle est sur la liste rouge des champignons de Suède et sur la liste rouge des champignons de République tchèque. Donc possiblement elle sera aussi sur la liste rouge des champignons français. Pour mettre en regard d'autres géoglosses, je montre cette récolte que j'avais faite un tout petit peu plus tard en forêt de Cheptainville, donc qui est un milieu complètement différent. En fait, on n'a plus du tout une prairie marécageuse avec présence de sphènes. On a une pelouse calcaire thermophile avec un sol très très sec. Et là, on a des fructifications qu'on voit qui sont un peu déjà macroscopiquement différentes. Elles sont un peu plus trapues avec une surface fertile qui est un peu plus élancée, un peu plus élargie au sommet. Les spores, donc le pied n'est pas du tout visqueux ici. Les spores sont à peu près similaires à l'espèce précédente. En revanche, les paraphyses sont complètement différentes. On voit que le sommet des paraphyses ici est plutôt moniliforme, avec du coup les derniers compartiments qui sont globuleux ou presque. Voilà. Donc ça permet de vraiment différencier les géoglosses. Géoglossum cookeanum, ça c'est une espèce, peut-être l'espèce la plus connue chez les géoglosses, et peut-être aussi la plus répandue, donc qu'on trouve, moi je la trouve tous les ans dans la pelouse calcaire de Cheptainville à l'automne. Donc du coup ici je reviens sur une récolte que j'avais faite en 2021 en forêt de Bord-Louviers, sous les hêtres calcaires de la forêt de Bord-Louviers, qui est une forêt qui est dans les boucles sur les coteaux calcaires de la Seine, un peu au sud de Rouen. Donc c'est une espèce de dinocyte que j'avais travaillé et j'étais revenu dessus. Donc les caractéristiques principales de cette espèce, c'est le fait qu'il ait un pied entièrement pruneux,
sans bulbe à la base, un revêtement du chapeau qui est plutôt méchuleux-squamuleux, qui se font en fait radialement et longitudinalement à maturité, une odeur plutôt banale. Les caractéristiques plutôt discriminantes de ce champignon, elles sont microscopiques, parce que c'est un champignon qui a des cystides particulières sur les faces des lames. Ce sont des cystides métuloïdes, mais qui ont la caractéristique d'être ventriculaires sans col, à parois épaisses et jaune dans l'ammoniac. Et elles ont comme caractéristique aussi d'être remarquablement courtes. Elles ne font jamais plus de 50 micromètres, ce qui est assez rare au sein des inocibles. Donc moi j'avais pas trop d'idées quand j'avais ramassé ce champignon, et j'avais consulté M. Alain Ferville, spécialiste des inocibles, qui du coup m'avait gentiment donné son avis sur ma récolte. Il était tombé d'accord avec moi qu'on était sur le groupe de l'Inocibé-Hirtella ici, et il m'avait conseillé d'aller regarder dans un bulletin de la SCMF un article de Carteret et Romeau sur les inocibles jaunes. C'est ce que j'ai fait. Et bon, il y a quand même beaucoup d'espèces proches dans le groupe de l'Inocibé-Hirtella, Inocibé-Hirtella, Hirteloides, Breviscistis, Ocroalba, etc. Et moi j'avais trouvé, du coup, j'avais comparé les caractéristiques micro et macromorphologiques, et j'avais vu que donc mon espèce ressemblait vraiment beaucoup à une création des auteurs dans l'article. Il s'agit de Inocibé-Hirtellarum. Et au final, j'ai quand même voulu faire l'analyse biomoléculaire de mon échantillon, parce que c'est une espèce qui est pas fréquente, même rare. Et donc je voulais vraiment confirmer son identité. Et au moment où j'ai reçu les résultats de l'analyse ADN en 2022, j'ai rien pu en déduire, parce qu'en fait le groupe n'avait pas été débrouillé moléculairement par les spécialistes. Et donc j'avais laissé de côté mon spécimen en l'annotant Inocibé, possiblement Hirtellarum. Et bonne surprise, fin 2022, début 2023, il y a la spécialiste allemande des inocibles, dite Bandini, qui a fait un article qui débrouille du coup ce complexe, enfin ce groupe d'espèces. Et avec les séquences qu'elle a relâchées suite à la mise en ligne de l'article, j'ai pu comparer aux nouvelles séquences, et en fait ma séquence de récolte est tombée en correspondance à 100% avec le type de Inocibé mycénoides, qui est une espèce décrite par Kuiper en 1986. Alors moi, j'avais vu ce Inocibé mycénoides lors de mon étude, mais j'avais pas du tout, je l'avais complètement négligé, je l'avais complètement dédaigné, parce que, comme son nom l'indique, Kuiper avait marqué dans son article qu'il insistait énormément sur l'aspect morphologique très grec de l'espèce. Donc avec une silhouette mycénoïde, alors que moi j'avais plusieurs spécimens qui étaient quand même un peu trapus, nettement colibioïdes. Voilà. Pour moi c'était pas du tout en correspondance, et donc je l'avais laissé de côté. À part ça, le revêtement du chapeau, enfin la description du revêtement du chapeau et les caractères micromorphologiques de Kuiper correspondent très bien avec mon espèce. Et donc ça me fait dire que Kuiper a dû décrire en fait son espèce Inocibé mycénoides avec peu de matériel, ou avec des récoltes chétives en manque d'eau. Voilà, donc c'était assez difficile de mettre en correspondance. Donc ça, c'est une piqûre de rappel du fait que la mycologie, c'est une science compliquée, parce qu'elle dépend des conditions climatiques. Et l'aspect des champignons peut vraiment varier en fonction des conditions climatiques, et ça peut être complètement déroutant, voire faire... on peut complètement avoir de grosses difficultés dans les groupes mal connus ou mal étayés, comme ce groupe de Inocibé Hirtella. Voilà. Donc, je remercie M. Alain Ferville d'avoir pris le temps de confronter ma récolte au ciel, et puis d'avoir donné son avis sur ma récolte. Donc on a ici Inocibé mycénoides. Tite Bandini n'a pas réussi à... Donc il n'y a pas eu de séquence on n'a pas réussi à tirer de séquence du type de Inocibé Hirtellarum pour comparer. Malgré tout, Tite Bandini a synonymisé les deux espèces, parce que l'étude micro et macro sont très convergents. Donc voilà, on a finalement dans cet article de 2022 une synonymisation entre Inocibé Hirtellarum et Inocibé mycénoides.
Donc je passe à la suite avec une récolte que j'ai faite juste à côté de chez moi, dans Paris, dans un carré de verdure en bas de ma résidence, donc un carré de verdure d'une vingtaine de mètres carrés, où il pousse juste un merisier et un bouleau d'ornement, un Betula utilis, comme quoi on peut faire de la mycologie urbaine et trouver des choses intéressantes. Donc on a des fructifications ici qui ont un hyménium qui est plutôt blanc grisâtre, avec une surface externe qui est plutôt brun encrassé. On a des fructifications qui semblent sortir de terre en boule, qui du coup s'ouvrent comme en forme de coupe, et qui finissent par se lacérer radialement pour s'étaler sur le substrat, la terre nue. Donc on pourrait penser avec des fructifications un peu semi-hypogées comme ça à Geopora submariana, le géopore du cèdre qu'on connaît bien. Malgré tout, il n'y a pas de cèdre du tout dans le carré de terre et même aux alentours. Et puis les fructifications ici sont plus petites que les géopores du cèdre. Ici on a des fructifications qui font pas plus de 3 cm de diamètre. Donc c'est pas ici. Par contre, le genre Geopora peut être une bonne piste pour aller plus loin. Pour avoir un Geopora, il faut regarder qu'on a bien des petits poils sur la face externe. C'est une caractéristique du genre Geopora. Et si on zoome un peu sur la face externe des fructifications, on voit qu'on a des sortes de petites verrues, une surface un peu verruqueuse. Et si on zoome encore plus sous la loupe, on voit que ces petites verrues, en fait, sont des petits attroupements de poils, des tout petits poils qui font moins de 1 mm et qui se mettent en troupe, donnant cet aspect un peu verruqueux. Donc on a bien un Geopora ici. Pour aller plus loin, il faut étudier les spores au microscope. Donc ce que j'ai fait, comme c'est une station qui est à côté de chez moi, en fait, je vais la regarder régulièrement. Il y a une pousse chaque année. Donc du coup, j'ai pu faire des sporées en 2022 et 2023. Et à chaque fois, j'ai des spores qui sont elliptiques, avec 2-3 gutules systématiquement dans chaque spore, grosses gutules. La surface des spores est lisse, et puis j'ai des ellipses qui sont un peu amincies au sommet. Et si on regarde dans la littérature, ça signe l'appartenance de mon espèce au complexe de Geopora cervina. Donc le genre Geopora, à part Geopora submarina qui est bien typé, c'est un genre difficile parce que les fructifications de manière macromorphologique et micromorphologique sont assez homogènes. Il y a peu de différences, etc. Il y a même des espèces qui sont encore à décrire dans ce genre. Et malgré tout, il y a des mycologues comme la finlandaise Tam qui ont essayé de rapprocher les clades moléculairement établies de ce genre avec des caractéristiques, notamment la longueur et la largeur des spores et la longueur des poils. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été confronté les mesures que j'avais faites sur mes différents relevés avec les relevés faits par Tam dans son article. Donc, on peut voir ici, j'avais confronté du coup les mesures de mes spores en fait, faites en 2022 et en 2023 dans les petits ronds là, avec du coup les relevés en moyenne faits par Tam. Et donc, comme j'ai des relevés de part et d'autre là de la caractéristique du petit losange bleu, je me suis dit que j'avais possiblement un Geopora cervina clade 1, donc ce qu'on voit en haut ici. Et donc j'ai fait l'analyse biomoléculaire de mon spécimen, et effectivement j'obtiens une correspondance à 100% avec la séquence surlignée en bleu là. Et donc j'ai bien effectivement un Geopora cervina clade 1 selon Tam. Donc ça, bon, ça donne l'identité de ce champignon. Ce qui est surtout intéressant en fait dans ma station, c'est qu'on sait que les Geoporas sont mycorhiziens, sont des champignons mycorhiziens, et que jusque-là, en fait, dans la littérature, les espèces du complexe Cervina sont mycorhiziennes du peuplier et du saule, alors que moi, j'ai ni peuplier ni saule sur mon carré de terrain, j'ai juste un bouleau, et toutes les fructifications sont dans l'enceinte de la rhizosphère du bouleau, et donc possiblement, en fait, j'ai un nouvel hôte pour les champignons de ce complexe Cervina. Donc voilà, un nouvel hôte pour ce Geopora cervina clade 1. Voilà, donc Geopora cervina clade 1 au sens de Tam.
Donc là, je passe à l'année suivante. Là, c'est un champignon, j'ai pas de photo sur le terrain, parce que c'est une récolte qui m'a été envoyée d'Ardèche par mes amis Jérôme Legros et Morgane Bienvenue. Donc ils m'ont envoyé ces échantillons là pour que je fasse la microscopie et puis que j'essaie de déterminer. Donc ce sont des champignons qui sont assez différents de ceux que j'ai présentés jusqu'ici. Ce sont des gastéromycètes, c'est-à-dire que les spores sont enfermés à l'intérieur de la fructification. Il faut briser le péridium comme le spécimen tout en bas là, pour libérer les spores. Et c'est d'autant plus déroutant que c'est un gastéromycète qui est arboricole. Là, la récolte a été faite sur un chêne vert à 3 mètres du sol, dans une anfractuosité de l'écorce moussue. Et voilà, assez déroutant l'habitat. On a des basidiomes ici qui sont ovoïdes, avec une surface plutôt granuleuse, avec des cordons mycéliens blancs à la base, typiquement. La mousse qui est à la base des fructifications, je n'ai pas réussi à la déterminer. Mais voilà, on a des champignons qui sont quand même tout petits, hein, entre 1 et 2 cm de haut, là, les grands. Si on regarde un peu plus près au microscope, on voit que les spores que renferme cette espèce sont globuleuses. Elles font entre 3 et 4 micromètres de diamètre. Et elles ont un petit pédicelle, hein, ce sont les petits appendices qu'on peut voir du coup, ici, là. Voilà, des tout petits pédicelles qui font moins d'un micromètre de long. Et si on n'avait pas regardé les spores dans le bleu coton, on ne serait pas aperçu de la verrucosité, de la faible verrucosité des spores. Elles sont faiblement ornementées, mais une verrucosité bien présente. Donc ça, cet habitat, ce type de spores, cet habitus, etc., il n'y a que 2 gastéromycètes possibles pour matcher avec ma récolte. Ce sont 2 espèces de la section Xyloperdon des Bovista. Donc il y a Bovista acuminatum et Bovista ochrotrica. Et ce qui sépare les deux, c'est l'étude de l'exopéridium. Donc l'exopéridium, c'est juste la surface externe de la fructification. Et donc on regarde au microscope un échantillon d'exopéridium et on voit qu'on n'a que des cellules allongées, quelquefois un peu lancéolées, mais voilà, toujours des éléments assez longs. Il n'y a pas d'éléments qui s'élargit, d'éléments plutôt ellipsoïdes, ovoïdes. Il n'y a rien de tout ça, donc on n'est pas sur Bovista acuminatum, on est sur Bovista ochrotrica ici. Voilà, Bovista ochrotrica. Donc c'est une espèce, Bovista ochrotrica, qui est décrite du Sri Lanka. Elle a été décrite par Kreisel en 1967. Et il y a le spécialiste des gastéromycètes, le docteur Calonge, spécialiste espagnol des gastéromycètes, qui l'a recensé à la fin du XXe siècle dans les îles Canaries, au Portugal et en Espagne continentale. En France métropolitaine, il y a eu des relevés d'abord dans les Pyrénées-Orientales, puis dans le Gard et l'Hérault. Et j'ai consulté encore une fois les bases de données Mycoflora et Fongibase, et j'ai vu aucune donnée de récolte de Bovista ochrotrica en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, typiquement, c'est possiblement une nouvelle espèce pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est une espèce qui est rare en France, qui sera peut-être de moins en moins rare au fur et à mesure que le réchauffement climatique progresse. Donc possiblement une espèce en expansion de territoire en France, à chercher dans des milieux un peu déroutants, hein, sur chêne vert vivant, dans les mousses des anfractuosités de l'écorce. Ensuite, je suis allé en forêt de Tronchet, mi-juin. Donc, forêt de Tronchet est une forêt très connue, hein, une forêt de chêne très, très réputée, mais il faisait déjà horriblement sec à ce moment-là de l'année. Et j'ai trouvé peu de champignons et je suis dû me cantonner à aller regarder à côté des milieux qui restaient encore un peu humides. Donc, typiquement, je suis allé prospecter aux alentours des petits ruisseaux là, qui avaient déjà des niveaux bien bas. Et là, sur une branche qui gisait dans le ruisseau, déjà décortiquée, j'ai vu ces petites fructifications cuculiformes, là, de 2 à 3 mm de diamètre, qui s'agglutinent les unes sur les autres. Une fructification orange, sessile. Et sur le terrain, je n'avais pas trop d'idées, je me suis dit que ça devait être des discomycètes inoperculés, du style Immunocyphus ou quoi.
Donc je les ai ramenés chez moi et puis je les ai mis à sporuler et j'ai fait l'étude microscopique ensuite. Donc d'abord, j'avais tort, c'était pas des discomycètes inoperculés, c'était des discomycètes operculés, donc c'est avec une réaction des asques iode négative, donc pas d'épaisisacées non plus. Et un échantillon de sporée, l'étude d'un échantillon de sporée montre des spores elliptiques multigutulés, là il y a tout un tas de petites gutules à l'intérieur, et dans le bleu coton, on voit à l'immersion qu'on a une très faible ornementation, hein, les spores sont juste ponctués. Et donc ça, avec l'habitat bien typé, elles étaient presque dans le ruisseau en fait, dans ces fructifications, et ce type de spore, avec la littérature, on arrive assez facilement à la conclusion qu'il s'agit de Miladina lechitina ou lechitina, donc qui est une pésisale qui n'est pas forcément fréquente en Auvergne-du-Rhône-Alpes. C'est surtout que il faut aller la chercher dans son milieu de prédilection, là, dans les cours d'eau. Et Nicolas Van Voeren, le spécialiste des pésidales français, là, il dit que c'est une espèce qui peut considérer comme semi-aquatique, c'est-à-dire que les fructifications viennent quand les bouts de bois sont émergés. En revanche, une fois que le niveau du ruisseau remonte, le champignon, lui, reste dans le substrat et donc il est immergé pendant une partie de l'année. Donc Miladina, lechitina ou lechitina, je ne sais pas comment on prononce. Je ne sais pas si on l'a en Ile-de-France, Miladina, lechitina, je ne sais pas. Il faut que je demande à François. Ensuite, on avance un peu dans la saison et je pars prospecter en forêt d'Armainvilliers, donc une forêt qui est bien connue de la société, hein, puisqu'il y a beaucoup de sorties écologiques qui sont données. C'est une forêt que j'aime bien aller prospecter l'été parce que c'est une forêt dans laquelle il y a des zones humides qui restent assez humides, même en cas de grosse canicule, ce qui était le cas du coup en cette début août où je suis allé prospecter. Ici, des champignons, des fructifications qui sont agglomérés en tout sur des petites branchelettes. Donc c'est pas très grand, hein, ça fait 3 mm de diamètre sur 5 mm de haut. Ce sont des fructifications qui ont l'air visqueuses, mais en fait c'est pas vraiment le cas. C'est plutôt que les champignons ont une texture un peu élastique. On a des fructifications stipitées nettement, avec un hyménophore convexe. Et on a des fructifications blanches qui ont tendance un peu à grisonner. Et si on laisse les fructifications à l'air libre pendant un petit moment, on s'aperçoit que, comme ici, elles commencent à roussir. Donc ça, c'est pas une caractéristique intrinsèque à cette espèce. Ça arrive dans beaucoup de groupes de discomycètes inoperculés. Ça, c'est dû au fait que les vacuoles des paraphyses s'oxydent et ça déclenche du coup ce roussissement. Dans toutes les études de ces petits champignons, c'est super important de connaître le substrat. Donc, je me suis affairé à retrouver de quel substrat il s'agissait, les petites branchettes. Donc, il y avait du saule en fait à proximité de la zone où j'ai récolté les champignons. Et donc j'ai regardé un peu l'anatomie du bois pour confronter entre ce qui était par terre et ce qui était sur l'arbre. Et donc c'est bien des branchettes de saule. Pour aller plus loin, il faut regarder un peu l'anatomie du champignon, parce que là, juste comme ça, en fait, il y a beaucoup de possibilités. Pour regarder l'anatomie du champignon, il suffit de faire une coupe radiale bien propre. Et donc là, j'ai mis des agrandissements. Donc, la coupe radiale est faite à gauche, et j'ai mis des agrandissements en fait, des différentes zones intéressantes à droite. Donc tout d'abord, il y a en numéro 1 la partie fertile du champignon, donc, qui est tout en haut. On voit tout en haut les asques et les paraphyses du champignon. Et juste en dessous, on a le sous-hyménium, où on peut voir des sortes de gros agglomérats d'oxalates, ici, un peu jaunâtres. Quand on regarde sur la vue d'ensemble, ici, on voit qu'il y en a vraiment énormément dans le sous-hyménium, donc ça, c'est quelque chose à noter. Donc le numéro 2, c'est l'exipulum médulaire, qui est ici en textura intricata, avec du coup un agencement des cellules peu denses. Ça, c'est ce qui donne le caractère un peu élastique des fructifications.
Et en numéro 3, c'est l'Exlipulum ectal, qui est du coup en Textura prismatica, orienté parallèlement à la surface de la fructification. Et donc c'est des gros boudins qui sont mis les uns à côté des autres. C'est un peu la colonne vertébrale du champignon, hein, c'est ce qui lui donne sa rigidité, ce qui lui permet d'avoir son port et de se maintenir bien dressé. Donc avec une telle anatomie, on est dans le genre Ombrophylla ici. Pour aller plus loin, il faut aller regarder les caractéristiques des asques et des paraphyses, mais c'est surtout l'étude des spores qui est importante dans ce groupe. Il faut toujours aller regarder les spores dans l'eau de préférence, dans les milieux non létaux, parce que ça permet d'avoir toutes les caractéristiques en fait, de la spore. Hein, il faut maintenir les spores vivantes. D'abord, j'ai vu des spores en fait, comme celles que j'ai mises à droite, des spores qui sont assez longues, hein, jusqu'à 15-16 micromètres de long, et typiquement garnies de grosses gutules, très, très remplies de grosses gutules, hein, presque 80% du volume des spores sont remplis de gutules. Et le truc assez intéressant aussi, c'est que dans les mêmes fructifications, j'ai rencontré quelques autres spores, comme celle de droite, un peu plus courte, hein, que jusque 12 micromètres de long, et nettement moins garnie de gutules lipidiques. Ça, c'est une caractéristique à vraiment noter pour cette espèce, c'est qu'elle a un dimorphisme sporal, donc, hétérosporique, c'est-à-dire que dans le champignon, il renferme deux types de spores différentes. Et une caractéristique aussi très particulière de ce champignon, c'est que quand les spores sont très 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 matures, elles ont tendance à se septer et à former des spores secondaires. Donc on voit ici les spores avec un septa central qui fait que la spore du coup désormais a deux compartiments, et on voit des spores secondaires qui viennent se former en fait par chacune des deux compartiments de la cellule qui s'est septée. Et donc ça, c'est un peu unique au niveau de l'habitat sur sol, le fait que ce soit en Ombrophylla et qu'il y ait toutes ces caractéristiques de spores, ça amène à l'identité de ce champignon qui s'appelle Ombrophylla ripulorum. Donc ça, c'est un champignon qui n'est pas forcément très très rare, c'est juste qu'il faut aller le chercher, c'est tout petit, c'est négligé. Et puis, comme tout à l'heure, hein, il faut aller mettre les bottes pour aller le chercher, parce qu'il pousse dans des milieux vraiment très très humides sous-sol. Donc une espèce pas forcément fréquente, mais à rechercher. Moi, je remercie M. Barral qui m'a permis d'avancer dans la détermination, qui m'a donné beaucoup de conseils, et qui m'a permis de confronter ma récolte avec lui-même ses propres notes de récolte. Donc on a exactement les mêmes caractéristiques avec ces récoltes. Donc voilà, Ombrophylla ripulorum. De l'autre côté de la mare, il y avait un autre ascomycète qui poussait. Donc là, vous avez reconnu la morphologie typique d'une Pésisacée. On a des fructifications qui font grosso modo 3 cm de diamètre, avec une marge qui reste longtemps enroulée, des teintes de fructification qui sont brun noirâtre. Dans la littérature, ils peuvent être aussi brun olivâtre. Voilà, il y a une grande variabilité des teintes pour cette espèce. Et outre le fait qu'elle pousse dans des milieux très humides sous-sol, il y a une autre grande chose qui la caractérise, c'est l'ornementation de ses spores. Donc ce qu'il faut, c'est aller faire, encore une fois, une préparation au micro. Donc on vérifie qu'on a bien une Pésisacée ici, avec la réaction positive au Melzer. Hein. On voit que le sommet de l'asque a bleui en réaction au Melzer. Et si on regarde les spores d'abord dans l'eau, on voit qu'on a des spores elliptiques avec deux grosses gutules. Et l'ornementation dans le bleu coton, on voit qu'on a des spores cyanophiles à ornementation à virus cyanophile étirée en crête basse sinueuse. Donc ça signe une espèce qu'on appelle Pésisa limnea. Donc Pésisa limnea, c'est une espèce qui n'est pas forcément fréquente, même pas fréquente du tout en Ile-de-France, peut-être un peu plus fréquente dans d'autres régions de France. Mais il ne faut plus l'appeler Pésisa limnea parce que depuis pas longtemps, le genre Pésisa a été restreint.
Donc c'est encore une fois la biologie moléculaire qui a rebattu un peu les cartes et a éclaté ce genre Pezisa. Avant, grosso modo, le genre Pezisa, il était défini par des discomycètes operculés à sport elliptique et à réaction amyloïde au Melzer au sommet des asques. Maintenant, il faut prendre en compte la localisation et l'intensité de la réaction des ascariums. Si je mets ce petit encart là, maintenant les Pezisa au sens strict, ils ont une réaction amyloïde au Melzer qui est très prononcée au niveau de l'opercule, formant un anneau bleu nuit épais autour de l'opercule. Là, mon espèce, elle n'a pas du tout ce type de réaction. La réaction est à peu près égale en fait sur l'ensemble du sommet de l'asque. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on ne peut plus appeler ce champignon Pezisa limnea, mais Legaliana limnea. Legaliana, nouveau nom de genre, qui est en hommage à Marcel Le Gall, une grande spécialiste des discomycètes françaises. Donc il y a plusieurs articles sur l'éclatement du genre Pezisa fait par Nicolas Van Buren, que j'ai mis dans les sources à la fin du diaporama, si vous voulez en savoir plus. Donc il y a des espèces de Pezisacées proches avec lesquelles elles peuvent être confondues, comme Legaliana badia, qui est beaucoup plus fréquente et qu'on rencontre dans des milieux non humides, sur sol plutôt acide, voilà, mais elle a des spores aussi avec une ornementation légèrement différente. Donc, ici, Legaliana limnea. Donc on avance encore un peu plus dans la saison, et là, c'est la saison qui bat son plein, la mi-octobre. On est toujours en forêt d'Armainvilliers, et je me suis dit que j'allais profiter de cette époque pour travailler un peu plus les petits basidiaux que je négligeais jusqu'ici, parce que en plein automne, là, on est plus affairé à travailler les grosses espèces. Donc je me suis dit que c'était une bonne période pour aller travailler le genre Mycena ici, avec un champignon qui en a la silhouette caractéristique. Donc on a des champignons qui ont un chapeau blanc cassé, strié, avec un pied qui est plutôt noirâtre. Sur le terrain, j'essaye de le sentir, je ne sens rien. J'essaye de blesser le pied pour voir s'il y a un liquide qui s'épanche du pied, rien non plus. Je n'ai pas d'idée sur le terrain, donc je le ramène à la maison. Je me suis dit que je l'étudierai un peu plus tard. Et de retour à la maison, je décide de passer un spécimen sous la loupe. Et en regardant les lames, j'ai vu que l'arête des lames est bordée de jaune citron. Donc voilà, ça m'a sauté aux yeux. J'allais faire un examen des lames à l'œil nu sur le terrain, j'avais pas vu ça. Donc ça m'a sauté aux yeux, j'ai trouvé ça très joli. Malgré tout, l'identification ne s'arrête pas là. Il y a plusieurs espèces de Mycena qui ont cette caractéristique, hein, comme Citrinum marginata ou d'autres. Et donc il a fallu que j'aille sous microscope pour aller regarder justement cette arête de lame. Et on voit que l'arête est entièrement constituée de cellules clavées ou emballonnées qui sont typiquement diverticulées. C'est-à-dire que selon la profondeur de champ, on voit que tous les ballonnets là, sont soit ponctués, donc avec des ponctuations, soit avec des petites excroissances. Là, donc moi je trouve ça assez joli au micro. Et ça, cette caractéristique de l'arête des lames est typique, on appelle ça des cystides en brosse. C'est caractéristique d'une espèce qui s'appelle Mycena flavescens. Donc voilà, une espèce qui pousse dans la litière de feuillus. Donc ici c'était de la litière de hêtre, qui peut être localement fréquente. Ça dépend des endroits. D'autres, elle est un peu plus rare. Voilà, donc Mycena flavescens, une belle petite espèce négligée à la saison. À proximité, il y avait cet autre champignon, donc beaucoup plus trapu, avec comme caractéristique. C'est un champignon qui poussait sous charme, sous chêne. Il y avait aussi quelques sapins à proximité dans la parcelle d'Armainvilliers. Donc c'est un champignon on peut noter des lames brunes. On peut noter aussi un chapeau avec un disque sombre au centre et des teintes plutôt olivacées sinon. Et un pied avec des guirlandes de voile plutôt brun jaune, surtout sur la base du pied.
Si on zoome un peu sur le revêtement du chapeau, on peut voir que le chapeau est entièrement méchuleux hirsute, et donc avec des teintes vraiment noires au centre et avec des teintes olivâtres sinon. Et ça, c'est une caractéristique d'un groupe de champignons au sein des cortinaires qu'on appelle les léprocybes. Donc moi, j'ai regardé un peu dans la classe des cortinaires, et le champignon du groupe qui se rapprochait le plus à ma récolte, c'était Cortinarius submelanotus. À savoir que les léprocybes européens ont tous été débrouillés moléculairement suite à une étude d'André Bidault faite en 2021. André Bidault, grand spécialiste des cortinaires français, avec son équipe, ils ont révisé beaucoup de types, et ils ont vu que, contrairement à ce qu'on peut avoir d'habitude chez les champignons mycorhiziens, et notamment chez les cortinaires, souvent on a une écologie assez stricte, avec du coup des espèces. On a une multiplication des taxons parce qu'on a des espèces des feuillus, des espèces des conifères, des espèces des climats plutôt chauds, des espèces des climats plutôt froids, des espèces d'environnements plutôt calcaires, des espèces d'environnements plutôt acidifiés. Et là, en fait, c'était plutôt une surprise parce que ils se sont rendus compte que Cortinarius melanotus, c'est une espèce en fait qui est pan-européenne. Elle est aussi bien présente sous sapin dans les climats boréaux en Scandinavie et en Europe centrale. Elle peut être aussi visible sous chêne et hêtre dans les climats plus tempérés en France. Et elle peut être aussi présente sous les cystes méditerranéennes dans les régions du sud de l'Espagne. Donc une espèce qui est très présente dans toutes les régions d'Europe. Et une espèce qui peut être très variable aussi, parce qu'à l'issue de l'étude, il y a 6 espèces de l'Atlas des cortinaires qui ont été synonymisées à Cortinarius melanotus, montrant une grande variabilité dans les teintes de ce champignon, que ce soit au niveau du voile, aussi au niveau de son odeur, qui peut avoir une odeur de persil ou pas d'odeur du tout, voilà, une très grande variabilité. Donc ici, j'ai Cortinarius melanotus. Donc là, je vous présente un zoom un peu sur le pied pour voir les belles guirlandes de voile sur le pied. Et je fais voir aussi quelques spores qui sont typiques du groupe des léprocybes, subglobuleuses avec des verrues bien saillantes, bien apparentes. Cortinarius melanotus pour cette récolte. Donc je suis allé ensuite en forêt de Villefermois, qui est une autre forêt un peu plus loin en Seine-et-Marne, une forêt qui est assez connue des Franciliens. Et moi je ne suis pas allé forcément très souvent, mais à chaque fois j'ai été impressionné par la quantité de bois mort qui est laissée sur les parcelles sous forme de troncs entiers. Et du coup, ici je vais vous présenter quelques espèces saprophytes qui s'amusent à dégrader lentement toute cette biomasse. Et donc tout d'abord un champignon qui poussait sur un tronc de bois mort, donc un champignon qui poussait en touffe. Ici on a un champignon qui a des lames blanches à la base chez les jeunes et qui deviennent noires chez les adultes. Donc non libre, on a une Psathyrelle ici. Le champignon a du voile sur le chapeau qui est blanc à la base et qui se transforme en mèche imprimée brune par la suite. Il y a aussi du voile sur le pied, donc pas forcément un véritable anneau, mais plutôt une zone annulaire avec pareil des mèches de voile blanches qui se teintent de brune à maturité. Et là, donc on a une photo qui a été prise sous la pluie. Pas forcément très belle, mais comme il y a beaucoup de spécimens à différents états de maturité, ça nous permet de bien voir en fait la caractéristique principale morphologique de ce champignon, qui est qu'à maturité, les fructifications se maculent de noir à la fois sur le pied et le chapeau, rendant les fructifications un peu méconnaissables et beaucoup moins esthétiques. Donc c'est la caractéristique de Psathyrella maculata. Donc il y a plusieurs espèces un peu proches chez les Psathyrelles. Il y a Psathyrella cotonea, par exemple, ou des espèces qui ont été transférées dans le genre Cystoagaricus. Donc c'est un champignon qui est vraiment pas fréquent, hein.
on le voit rarement dans les assiettes du lundi à la société. Pour conforter la détermination, on peut faire un peu de microscopie. On a un champignon qui a les spores les plus petites du genre, elles font pas plus de 5-6 micromètres de long. Et ce qui est remarquable aussi chez cette espèce, c'est que à la fois l'arête de la lame et les faces des lames sont avec des cystides qui ont une morphologie très particulière. On dit que les cystides sont rostrés avec une très longue excroissance en fait, parfois sur l'apex de ces cellules. Donc c'est assez joli au microscope. Voilà, si vous avez cette espèce dans les mains, bah, faites un tour au micro. C'est assez joli. Donc Psathyrella maculata, un champignon du coup pas fréquent en Île-de-France. Un petit peu plus loin, il y avait ce petit champignon qui poussait sur une branche de feuillus décortiqués. Donc un champignon qui a une forme de verre à ballon, hein, c'est pas très grand, hein, ça fait quelques millimètres de haut, avec du coup une surface qui s'aplanit à maturité. Donc au début, on pourrait penser à un ascomycète ici, mais au final, si on regardait au microscope, on verrait des basides, des grandes basides même, en forme particulière de diapason, ce qui signe l'ordre des dacrymicétales. Donc ça, c'est cet ordre des dacrymicétales, en fait, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais vous connaissez des champignons qui sont de cet ordre-là, ce sont les Calocera, viscosa, Calocera cornea, donc ce sont des cousins de cette espèce. Et donc ça, cette espèce, elle s'appelle Gepiniopsis buccina. Donc c'est un saprophyte qui aime bien dégrader les branches de feuillus. Pas fréquente non plus en Île-de-France, peut-être plus fréquente dans d'autres régions françaises. Voilà, donc un champignon un peu déroutant, assez rigolo en forêt. Et un dernier champignon de Villefermois ici, que je mets ici parce que je l'avais jamais vraiment remarqué jusqu'à l'année dernière. Et là, à chaque sortie, je l'ai vu par dizaines, voire par centaines de fructifications. C'était peut-être vraiment son année l'année dernière. Un champignon qui est déroutant parce qu'il a une morphologie qui est complètement, des teintes très différentes en fait entre son état très jeune et son état très âgé. On a des champignons ici qui ont un chapeau plutôt hémisphérique au début, tout blanc, le pied aussi est tout blanc au début, et le chapeau qui devient avec des teintes vraiment très grises à maturité, striées, et le pied qui s'envahit de noir par la base et qui devient presque entièrement noir à maturité. Donc c'est un marasme, donc Marasmus wineae, donc qui est assez commun au final, mais moi je ne l'avais jamais vraiment remarqué jusque-là, qui m'a sauté aux yeux l'année dernière. Très fréquent, très représenté l'année dernière. Un champignon qui a tendance à préférer les hêtres calcicoles. Donc voilà, Marasmus wineae. Ensuite, je suis allé en forêt de Retz, donc qui est à côté de Villers-Cotterêts, dans l'Aisne. C'est une forêt qui m'avait été conseillée par Yoko, parce qu'elle m'avait dit que c'était un repère à Cortinaire, et effectivement, elle ne m'a pas trompé. Quand j'ai passé une demi-journée là-bas, j'ai fait 20 espèces de Cortinaires différentes. Et je présente celui-ci là, que je cherchais depuis longtemps en bon état. Parce que c'est une espèce assez particulière, assez spectaculaire quand elle est encore bien jeune. On voit un chapeau qui est bien bleu et qui détonne avec la litière forestière quand il est encore bien frais. Donc un champignon qui est avec un pied et un chapeau très visqueux, une viscosité qui est très amère aussi, hein, qui signe l'espèce. C'est vraiment pas bon du tout hein, quand on met la main dessus. Un pied qui est fusiforme, qui peut être longuement enfoncé dans la litière. Donc j'ai eu la chance, quand je suis allé dans cette forêt de Retz, d'avoir beaucoup de spécimens à différents états de maturité, ce qui me permet de vous montrer une belle palette de teintes de chapeaux suite à la décoloration progressive des pigments avec la pluie. Donc voilà, on voit des spécimens avec les lames bien blanches au début qui deviennent ocracées
par la suite. Pas grand chose de plus à dire sur cette espèce. Avec donc voilà, un petit zoom sur les fibres résinées du chapeau sous la viscosité. Donc un champignon qui s'appelle Cortinarius crosseus donc qui est assez typique de la lettrée calcaire, voilà, que j'ai trouvé très beau lors de cette sortie en forêt de Retz. Puis ensuite un autre cortinaire là, qui poussait pas très loin, un cortinaire avec un chapeau vraiment visqueux. Donc un cortinaire qui est très élancé, il fait là à peu près 12 cm de haut. Et ce qui est assez surprenant, c'est déjà vu d'avion, on voit que le chapeau est vraiment très très fourni en voile à large, voile blanc, très très fourni. Et ce voile est aussi présent sur le pied, d'abord blanc en haut du pied, et puis qui se macule de jaune crassé en allant de plus en plus vers la base. Un pied qui est fusiforme et aussi assez profondément enfoncé dans la litière. On remarque les lames qui sont pâles, avec des teintes assez lilacines, déjà chez les jeunes. Donc ça, c'est un champignon assez spectaculaire finalement sur le terrain. Quand on le coupe en deux, on voit que la chair reste bien blanche, elle ne jaunit pas, et on a de suite une odeur terreuse qui se dégage, donc assez significatif. Donc il s'agit ici de Cortinarius ophiopus. Donc dans la classe des cortinaires, il y a une forme pour la forme pervellatus pour des fructifications très élancées avec un beau voile lumineux comme celui-ci, mais voilà, on peut juste retenir Cortinarius ophiopus. Très belle espèce que j'ai eu la chance de rencontrer l'année dernière sous lettre calcaire. Et enfin, pour terminer, donc mi-novembre, la saison est presque à son terme. Mi-novembre, je suis allé inspecter les terrains calcaires de Cheptainville après les bonnes grosses pluies, parce que les terrains calcaires donnent leur maximum de fructification une fois qu'on a eu des grosses pluies dessus. Et avant de rentrer dans la laiterie calcaire de Cheptainville, je me suis dit que j'allais inspecter un peu les environs des Orées du Bois sous les robiniers pour aller dégoter des petites lépiotes qui aiment ce genre de milieu. Et juste avant de rentrer dans l'Orée, j'ai vu que sur les troncs de robiniers vivants, il y avait des troupes de petits points blancs, donc des petits champignons qui poussaient à 1 mètre du sol sur l'écorce des robiniers encore debout. Dans les infructuosités de l'écorce, là, ces petits champignons qui font quelques millimètres de haut. Donc ce sont des mycènes corticoles. Donc ce sont des champignons qui ne sont pas forcément rares, mais ils sont tellement éphémères et ils surviennent vraiment juste après les grosses pluies que souvent on les manque. Et donc je voulais vous inciter à aller les découvrir. Il faut aller au bon endroit au bon moment. Alors ce sont des petits champignons en plus qu'il est difficile de déterminer parce que il y a beaucoup d'espèces qui sont très proches et qui poussent en mélange sur le même substrat. En plus, ils se ressemblent un peu tous, et même au micro, c'est difficile de les séparer. Mais si on prend la peine de s'y intéresser, voilà, c'est des beaux petits champignons. Donc, sous la loupe, on peut voir que on a des champignons avec un chapeau qui est blanc, un peu grisâtre. On a un revêtement du chapeau qui est un petit peu, comment on appelle ça, pas tomenteux, mais un petit peu pubescent. On voit des petits poils dressés en fait sur le spécimen pris en photo à la loupe. Les lames sont adnées et assez espacées. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à la base du pied, on voit des petits bulbes, comme ici, celui d'en haut aussi a un petit bulbe. Donc ce petit bulbe associé à des spores qui sont globuleuses, on peut sans trop de problème arriver à Mycena clavularis, ici. Donc c'est une mycène corticole qui est souvent pas vue en fait parce qu'elle est très, très éphémère. J'ai été content de lire chez Arntzen et Lasseux que le critère des cheilocystides sur l'arête des lames n'est pas forcément un marqueur de cette espèce. Ça tombe bien parce que moi j'ai fait plusieurs préparations assez difficiles d'arête de lame et j'en ai jamais vu. Donc
voilà, j'étais content d'avoir cette information. Donc Mycena clavularis. Sur le même tronc de Robinier, il y avait une espèce proche, un Mycena alba, qui poussait en mélange. Un Mycena alba qui est un petit peu plus grande, hein, plus de l'ordre du centimètre que du millimètre, et qui n'a pas de bulbe à la base du pied. Donc j'étais parti pour chercher des petites lépiotes, j'en ai trouvé. Là je vous présente une lépiote là, que j'aime beaucoup parce que je la trouve très photogénique. Donc comme elle a poussé en nombre l'année dernière, je me suis permis de faire des belles photos et de vous les présenter. Donc c'est une espèce qui a une calotte brun-rose à l'origine, on le voit sur le champignon ici. Et quand les spécimens deviennent adultes, la cuticule se diffracte, et du coup les revêtements des chapeaux apparaissent beaucoup plus clairs. Et ce qu'il faut noter chez cette espèce, avant tout, c'est l'abondance de son voile. Il y a vraiment beaucoup de voiles chez les spécimens, à la fois sur la marge du chapeau et puis sur le pied. S'ils n'ont pas été trop manipulés, c'est assez flagrant. J'ai fait une autre photo de spécimens très frais un peu plus loin. Voilà, alors on voit vraiment bien l'abondance de voiles qui forme une sorte de vraiment gros jupon sur le pied, un voile vraiment cotonneux et très fourni. Et moi, sur le terrain, j'arrive jamais à sentir la caractéristique principale de ce champignon qui est son odeur de persil. Souvent, je la sens que quand le champignon a été enfermé dans une boîte et par exemple, quand je reviens à la maison après être rentré à la maison, quelques heures après la récolte, enfin, je le ressens plus. Mais voilà, odeur caractéristique de persil pour cette petite lépiote qui s'appelle Lepiota severiana. On peut la connaître aussi sous le nom de Lepiota selinolens, la société, mais voilà, le nom valide c'est Lepiota severiana. Une lépiote, une petite lépiote qui est pas forcément fréquente, et puis d'ailleurs ma station de chez Plainville ne donne pas forcément chaque année. Donc là, l'année dernière, j'étais content de l'avoir en nombre, je suis arrivé au bon moment, elle était vraiment en pleine forme. Et là, pour terminer, du coup, une autre petite lépiote qui poussait sous Robinier dans le même milieu. Donc ici, les verrues sur le chapeau, en fait, sont plutôt des verrues pyramidales. Donc on se dit que macroscopiquement, là, on a plus affaire à une échinoderma qu'à une lépiota ici. Et là, j'en vois déjà qui vont me dire, mais Pierre-Yves, tu nous arnaques, tu nous as mis deux espèces différentes sur cette photo. Et je dis, il faut aller regarder un peu plus près, parce qu'effectivement, comme toutes les petites lépiotacées poussent au même endroit, elles aiment toutes ce milieu, il faut vraiment faire attention avant de regrouper ou de dissocier des fructifications sur le terrain. Et donc, si on regarde un peu plus près, le spécimen central et les deux spécimens en haut à droite, ils ont des verrues brunes sur un fond pas forcément très contrasté, un fond qui est brun-rouge, etc. Des verrues qui sont en petit nombre, hein, qui sont la pluie les a un peu dégagées. Ce sont des verrues labiles, et d'ailleurs pour s'en convaincre, il suffit de passer son doigt en fait sur le chapeau et les verrues s'en vont assez rapidement. Contrairement au spécimen de gauche là-bas, où là les verrues sont beaucoup plus difficiles à enlever et les verrues contrastent beaucoup plus avec le fond qui est plutôt brun encrassé. Si on veut se persuader qu'on a deux fois la même espèce ou deux espèces différentes, le mieux c'est de se rassurer au microscope. Et souvent, ce qu'on dit pour les échinodermas, c'est d'aller regarder les cellules stériles sur l'arête des lames. Moi, je trouve que c'est des caractères un peu ingrats, et j'ai préféré prendre l'avis de Else Veniga, qui, elle, au lieu de regarder de suite les cellules, les chélocystines, qui peuvent souvent ressembler à des basidioles, j'ai préféré la suivre et regarder un bout de verrue un bout de cuticule sous le microscope. Donc déjà, ça a un avantage, c'est que d'un seul coup d'œil, quand on monte une verrue dans l'eau sous le micro, c'est de vérifier qu'on a déjà bien une échinoderma et pas une lépiota.
Les Chiota, elles ont des longues cellules allongées cylindriques, alors que les Echinoderma, elles ont des chaînettes d'éléments elliptiques. Donc déjà, d'un seul coup d'œil, ça permet de bien s'assurer qu'on a une Echinoderma. Et de plus, les Echinoderma, à l'apex de cette chaînette d'éléments ellipsoïdes, elles ont des éléments un peu plus globuleux qui sont très différents suivant les espèces. Elles peuvent être très grosses comme sur l'espèce de gauche et beaucoup plus petites sur l'espèce de droite. C'est la même échelle sur les deux photos micro. Et donc on a ici deux espèces différentes. Echinoderma echinaceum à gauche, avec des grosses cellules globuleuses terminales au niveau des verrues, et Echinoderma carini sur le spécimen de droite avec des cellules terminales beaucoup plus petites. Donc voilà, toujours bien faire attention quand on vient dénicher les petites lépiettes dans leur milieu de prédilection. Elles poussent toutes les unes à côté des autres, et donc il faut vraiment faire attention de les séparer. Là, ce sont tous des spécimens de la même espèce, la Echinoderma echinaceum. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'ai mis quelques sources, du coup. Voilà, merci beaucoup.